Hello, 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 bienvenue dans cette nouvelle interview avec des professionnels de l'accompagnement que j'identifie au fur et à mesure de mes pérégrinations sur les réseaux. Pertinents, bien sûr, hein, je choisis toujours que des gens pertinents. Un petit compliment au passage, Alexandra. Bienvenue dans cette interview, Alexandra. Si, merci pour ton Et invitation. avec plaisir. Donc toi, Alexandra, tu es coach pour professionnels. Tu aimes bien dire aussi que tu es archéologue de l'invisible. Je suis sûr que tu vas pouvoir nous en dire plein de choses là-dessus. Euh, Est-ce que, pour commencer, comme je le fais à chaque fois, tu pourrais un peu nous décrire ton parcours et ce qui t'a motivé à te lancer dans l'accompagnement tel que tu le fais aujourd'hui? Ouais, avec plaisir. Je vais essayer d'être concise. En fait, je viens comme beaucoup du monde salarial. J'ai été pendant 20 ans dans le domaine du commerce et du service client à différents postes divers et variés. Et les dernières années, les 15 dernières années, j'étais plutôt dans la partie management et vraiment service client. Ce qui m'a valu un burn-out, ce qui m'a valu 2 ans après 3 ans après ce burn-out, un bore-out. Tu sais, donc Ouais, l'ennui, le trop de travail après l'ennui au travail. Pourtant, j'avais une équipe, j'avais quitté la boîte où j'avais fait un burn-out. Et je m'étais dit, moi, je suis quelqu'un qui aime les challenges. Je m'étais dit, je vais prendre une plus grosse équipe dans un autre univers, dans un autre domaine. Et donc, j'ai changé d'univers et j'ai pris une équipe, j'ai multiplié par. Je suis passée de 6 personnes à 20. Et au bout de 2 mois, ben, l'ennui total. Mais quand je dis l'ennui total, vraiment. Et donc, une remise en question, me demandant ça venait pas de moi, blablabla, toutes ces choses. Et puis, ça faisait un moment que je me posais beaucoup de questions. Je m'étais sur le sens de ce que je faisais au niveau professionnel. Et un jour, je me suis dit, j'arrête, je me lance dans l'entrepreneuriat. Mais avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, je me suis dit, j'arrête et je veux faire un métier qui va me permettre d'aider d'une autre manière les gens. J'ai un long parcours de bénévole aussi. J'ai été secouriste, j'ai travaillé à Protection civile de manière bénévole pendant plus de 10 ans. Et donc, mhm, j'avais envie de continuer d'aider les gens à ma manière, mais les gens dans le milieu professionnel. Parce que le monde du travail le travail est une valeur importante dans mon échelle des valeurs. Et je me disais, il y a moyen de s'épanouir dans le monde du travail. Et j'ai rencontré une coach professionnelle et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Donc, j'ai ah, tout envoyé bouler. Mon boulot de cadre avec le salaire qui va avec, enfin, tous ces trucs, j'ai tout envoyé bouler. Et je suis retournée à l'école pendant 8 mois. Donc, c'était encore à distance parce que c'était après le Covid, enfin, c'était en fin de Covid. Et je suis retournée sur les bancs de l'école pour suivre une formation, mettre en pratique et puis passer une certification et tout ce qui va bien. Et je me suis lancée. ok, cool. Et aujourd'hui, le public que tu vises, enfin, les services que tu proposes en tant que coach, c'est destiné principalement à… Alors aujourd'hui, je travaille principalement avec les entrepreneurs. J'ai deux casquettes. Je travaille avec les entrepreneurs chelous d'un côté, tu sais, des Ouais, chelous un peu perchés, voilà. Et de l'autre côté, on travaille avec, je dis on parce que je travaille en partenariat avec une autre coach. On travaille sur la partie tout ce qui est entrepreneur, mais plutôt professionnel de l'accompagnement. En règle générale, ces deux cibles que j'ai là sont des entrepreneurs qui galèrent, qui sont dans les débuts de leur activité, soit en train de se lancer, soit lancés depuis 1, 2, 3 ans et qui n'arrivent pas à décoller. Donc, je viens les aider à venir travailler, et c'est pour ça l'archéologue de l'invisible. Je vais venir déterrer à l'intérieur d'eux. Je vais déterrer toutes les pépites qu'elles ont. Je dis elles parce que c'est que des femmes d'ailleurs. Les pépites qu'elles ont à l'intérieur. On va les mettre en lumière, ces pépites, et puis on vient les aider à structurer leur activité professionnelle. Parce que ok, pour vivre de son activité, pour avoir une entreprise pérenne, il est important d'avoir des fondations solides. Et elle passe aussi par son mindset, hein, les fondations. ok. Voilà. J'adore. Merci pour cette présentation. Comme tu le sais, Alexandra, sur ma chaîne, on parle beaucoup d'amour, d'épanouissement amoureux, puisque moi, je suis clairement dans cette thématique-là. Donc, ça nous permettra Mhm. aujourd'hui de faire plein de parallèles, j'imagine, entre le monde entrepreneurial et puis ben, la vie sentimentale. Le premier truc comme ça qui me vient spontanément, sur lequel j'ai envie de te questionner, au niveau de ton parcours, c'est la notion de burn-out, de bore et de bore-out. Parce que ce que je remarque aussi souvent chez mes clients, c'est, tu vois, cette inaptitude à, euh, à écouter un petit peu nos envies profondes. Tu vois, cette tendance qu'on a tous à enterrer ce qui nous anime, ce qui vibre en nous, au profit de ce qu'on pense devoir faire, jusqu'à ce qu'on ait Oui, ces messages un peu forts de la vie. Alors, ce que je trouve cool dans ton parcours, c'est que
le premier message du burn-out, tu l'as écouté et tu t'es dit, OK, je vais pas insister, je vais quitter cette boîte et je pars sur autre chose. Tu vois, parce qu'on connaît tous aussi des gens qui font leur burn-out et qui reviennent après dans exactement les mêmes conditions, comme si par magie tout allait se régler. Est-ce que Ouais. toi, tu peux nous dire un petit peu comment tu as vécu les choses et puis ton approche sur cette idée de s'écouter un petit peu? Alors en fait, oui, pour répondre à ta question, moi, quand j'ai fait mon burn-out, alors quand j'ai une valeur travail forte, je fais partie de tous ces gens qui ont ces injonctions de il faut travailler dur, comme tes cadres, tu dois montrer l'exemple, tu dois, Hmm. enfin toutes ces choses qui fait que j'ai fait ce burn-out et je suis revenue quand même dans cette entreprise après mon burn-out, mais avec des choses en me disant plus jamais. Ah, J'étais OK. tellement tombée bas, je m'étais dit plus jamais, je ne me. Et il y a aussi pendant ce burn-out, j'ai aussi fait ce travail d'introspection où j'ai compris que c'était pas à cause de l'entreprise. C'est Ouais, moi qui ai laissé faire ça. OK. C'est pas la responsabilité, c'était la mienne. Longtemps, pendant que j'étais pas bien, ou j'étais en train de m'enfoncer, je disais c'est à cause d'eux, mes patrons ils sont comme ci, ils sont. Oui, mais c'est moi qui ai accepté ça. C'est moi qui ai toujours donné plus. Et on n'arrêtait pas de me dire, mais on t'a rien demandé en fait, Alexandra. Et Ouais, j'étais convaincue d'autre chose. Donc je suis revenue dans cette entreprise en me disant plus jamais, plus jamais. Donc j'ai pris beaucoup de recul, j'ai pris beaucoup de distance. Et néanmoins, je sentais bien que c'est pas que je ressombrais, mais ça m'animait plus. J'étais OK. plus en accord en plus avec les valeurs de l'entreprise. Et pour moi, c'est fondamental de pouvoir travailler avec des entreprises, même si on n'est pas dans un monde de bisounours, ou en tout cas, il y a un minimum de valeurs qui sont, et notamment mes valeurs hautes nourries. Et là, ça l'était plus. Donc j'ai quitté cette entreprise pour repartir. Et en me disant plus jamais. Donc j'avais bien tiré les leçons de ce que j'avais appris pendant mon burn-out en disant ça, je ne fais plus. Tu ne fais que ce qu'on te demande et arrête d'imaginer qu'on te demande plus parce que t'es cadre. Ben après, j'ai eu l'ennui, quoi. Donc, et je dis souvent que je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Donc c'est Hmm. pour ça qu'il m'a fallu et le burn-out et le bore-out derrière. Ouais, Et c'est parce que j'ai connu un burn-out que je me suis autorisée à m'écouter. En fait, autorisé, j'ai pas eu le choix. Moi, mon corps, il s'est mis en arrêt, hein. J'avais OK. tous les signaux en amont, et on l'a tous. Les gens qui font des burn-out, qui font des dépressions, qui font toutes ces choses-là, en amont, on a tous des signaux. Sauf que, en fonction de la manière où on est monté, ou en tout cas toutes les croyances qui peuvent nous animer, moi, je les voyais pas. De toute façon, je disais, et mon entourage, notamment mon mari, était inquiet parce qu'il me voyait hein, sombrer. Et en plus, tu es dans un univers où tu vois pas. T'es vraiment Ouais. ce que tout le monde voit, et ton entourage a beau t'alerter. Moi, de toute façon, c'était tant que mes deux jambes me tiennent Ah et ouais. que mon cerveau fonctionne, j'y vais. Ah, Tête dans le j'étais, c'est guidon. bon. Ah bah moi, ouais, je sais pas, je devais être investie d'une mission divine, je sais pas quoi, mais j'y vais, OK. j'y vais. Et ben, ok, l'univers a reçu le message et puis bah bam, Est-ce arrêté. Et que... Vas-y. J'ai trop de à la questions à base, poser j'allais là. juste, pour la petite histoire, j'allais juste quand même voir mon médecin traitant parce que j'avais une laryngite qui traînait depuis 3 semaines. Tu m'étonnes, j'étais tellement fatiguée, je comprenais pas, j'ai fini par aller voir le médecin parce que je n'allais jamais voir le médecin non plus. Et mon médecin m'ausculte. C'était vraiment un truc basique et il me pose la question de Alexandra, comment ça va au travail? Et là, Ah ouais. impossible et là, il m'a dit c'est bon, ok, stop, terminé. Et en fait, il m'a arrêté de force, hein. Ah ouais. Parce qu'il savait très bien que s'il me donnait l'arrêt en main propre, j'allais retourner travailler. Il me connaissait suffisamment bien. Donc, il a fait le nécessaire pour que je me mette en arrêt de manière forcée, ce qui fait que la première semaine, j'ai très mal vécu. OK. Tu parlais justement de signes avant-coureurs, de messages qui t'avaient été envoyés au préalable. Est-ce que tu peux en dire quelques mots là-dessus? Peut-être que ça peut aider les gens qui regardent cette vidéo, qui vivent un peu la même chose actuellement. Ouais, les signaux, c'était les signaux que m'envoyait mon corps. C'était bah je devenais plus souvent, je chopais plus souvent des rhumes, tu vois, des petites choses comme ça où je commençais à être fatiguée, j'avais des douleurs au dos. En avoir plein le dos, c'est pas qu'un mythe. J'avais des douleurs au dos, j'ai des sciatiques qui sont apparues, qui sont reparties, des lumbagos, j'ai commencé à en faire un petit peu plus. Le rythme cardiaque qui s'accélère, ça c'est un truc. Moi, je suis sportive et j'ai bien vu que mon rythme cardiaque s'accélérait. Euh, était devenu plus fort. Mais en tout cas, physiquement, c'était des mots, des petits mots. Et c'est pour Ouais. ça que j'ai pas écouté. Je me disais, oh, c'est pas grave, c'est un rhume, c'est un Ouais. machin, c'est un truc, Ça a l'air c'est bénin, pas quoi. grave. Voilà, et je sentais de la fatigue, mais je mettais ça sur le dos parce que du coup, on se voile toujours la face. C'est ouais, mais je travaille beaucoup. Hmm. Ouais, mais parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup travaillé. Mais ouais, mais parce que tu as traité ça et ça et ça et ça. Et je sentais bien des moments où j'étais très fatiguée, mais je faisais en sorte que mon mental bloque cette sensation de fatigue pour continuer à avancer. De toute façon, ce que je te disais, tant que mes jambes me tenaient debout et que mon cerveau fonctionnait,
j'y allais. Et quand bien même mes jambes m'auraient pas tenu, si j'avais ça, je pense que je serais allée en rampant, je sais pas, mais Ah ouais, euh, ok. ah ouais, 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 ouais. Ouais. J'adore ce que tu me partages là parce que tu vois, je sais que toi et moi, on en a déjà parlé par le passé, mais il y a tellement de parallèles à faire entre la vie professionnelle et la vie sentimentale. Je me dis, tu vois, tous les symptômes que tu décris ici, les petits messages que ton corps t'envoie pour te dire que tu es dans une situation qui est insatisfaisante et qui nécessite un changement, ça peut tout aussi bien s'appliquer à une relation qui est plus du tout satisfaisante pour toi. Tu commences à avoir des messages de la même manière. Et du coup, Oui. la question suivante que je me pose, et là aussi, je pense qu'on va pouvoir faire le parallèle et s'appuyer sur ton vécu personnel, c'est comment tu gères, une fois que tu as pris conscience qu'il y a quelque chose qui doit changer, qu'il y a plein de trucs que tu dois lâcher, comment est-ce que toi, tu as géré, tu vois, cette peur du vide, tu vois, je me dis, la personne qui est dans une relation malsaine pour elle, elle sait qu'elle doit lâcher, qu'elle doit sortir de ça, mais elle se retrouve face à un vide. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me retrouver tout seul. Comment je vais faire peut-être pour retrouver quelqu'un ou pour reprendre soin de moi par moi-même après tant d'années passées en couple? Toi, comment tu as géré cette peur du vide? Enfin, en l'occurrence professionnelle, mais tu as géré ça Je comment? peux, je peux te parler de la peur du vide dans le couple parce qu'avant de rencontrer mon mari, j'ai vécu 12 ans avec une personne alcoolique que j'ai dû quitter dans une relation. Tu parles de relation malsaine. Ouais, Moi, j'ai connu ça pendant 12 années. On a eu ok. 2 enfants. Et du jour au lendemain, effectivement, pareil, tous les signaux sont là, te disent que tu es dans une relation malsaine. Et là, comme moi, il y avait l'alcool qui était là. J'étais quand même très seule et peu de gens qui venaient. Donc, le corps qui fatigue. Moi, j'ai commencé à avoir des troubles alimentaires à cette époque-là. Enfin, je me suis mise vraiment en danger. Et Mhm. puis un jour, tu dis stop, stop, il en va de ta vie. Moi, j'ai failli laisser ma vie, hein, et dans le sens le plus simple du terme. Ouais, Et un jour, tu te dis, c'est pas grave, c'est soit j'y laisse ma vie, soit j'avais 30 ans quand je suis partie. Je me suis dit, à 30 ans, ta vie, tu peux la reconstruire. Tu peux plus continuer comme ça. Et je suis ouais, partie. Et j'ai sauté dans le vide avec mes 2 filles. Enfin, je les ai emmenées avec moi, du coup. J'ai sauté dans le vide. Alors, avec toutes les questions que tu te poses, c'est est-ce que je vais être capable de reconstruire un jour ma vie de femme, voilà, ma vie amoureuse, parce que moi, je me suis posé la question en me disant, parce qu'une fois que tu t'en vas et que ça y est, tu te poses, tu dis, OK, est-ce que je vais être capable de trouver quelqu'un? Est-ce que je vais être capable de faire confiance? Est-ce que je vais pas retomber sur un boulet? mhm. Tu veux pas, moi en tout cas, je ne voulais absolument pas revivre ce que j'avais vécu. Et du coup, je m'étais demandé, OK, mais qu'est-ce qui a fait que j'ai attiré? J'avais déjà compris que, en tout cas, dans cette relation amoureuse, et je l'ai compris longtemps après, ça s'est pas fait comme ça, mais que j'étais responsable, pas coupable, responsable Ouais, d'être restée ces 12 années avec lui. C'est moi qui l'avais choisi. J'avais ouais, vécu ça parce que j'avais quelque chose à apprendre. Et je me suis fait accompagner là aussi pour me reconstruire, parce que l'estime de soi, la confiance en soi, ben, même si c'est moi qui suis partie, parce que ça c'est aussi important de l'entendre, il n'y a pas que ceux qui sont quittés, hein, qui n'ont pas confiance, que machin, ceux qui partent ouais, aussi, on dit toujours que c'est plus facile. Je suis pas, moi j'étais dans le rôle de celle qui part. Ça n'a pas été une décision simple, puisque là on parlait d'une famille carrément. Et tu dois quand même te reconstruire. Ça veut pas et ma confiance était. Je me demandais si j'allais être capable de reconstruire tout ça un jour. ouais. Et la preuve que oui, bah oui, j'ai été capable. Ok. Félicitations, c'est ultra inspirant pour les gens qui regardent ton témoignage et qui sont peut-être dans la même situation. Donc, si je comprends bien ce que tu nous dis, que ce soit d'un point de vue professionnel ou dans ta vie personnelle, tu as dû atteindre un quasi point de non-retour pour dire non, mais là, Ouais, il faut que quelque chose change, sinon je vais y laisser ma vie, quoi. C'est ça. oui, oui, Et du coup, tout à fait. maintenant, a posteriori, est-ce que, est-ce que tu verrais une autre option, enfin, si, pour quelqu'un qui serait dans une situation un peu similaire à la tienne, euh, évidemment, on va pas, peut-être pas lui recommander d'attendre le point de non-retour Non, et d'avoir sa vie en danger. Tu t'aurais envie de non. recommander quoi à ces personnes-là pour initier le changement qu'elles Euh, n'osent pas s'autoriser finalement? la seule chose que je peux leur conseiller, c'est euh, quand elles sentent qu'elles sont dans une relation malsaine, parce qu'on le voit. Enfin, on arrête de se mentir, de dire non. Et longtemps, on croit, surtout dans des relations comme ça qui ne nous conviennent pas, on s'imagine, et je pense que je suis pas la seule, qu'on va être capable, nous tout seuls, petit être humain, de sauver l'autre, de changer notre relation tout seul comme des grands. Et moi, 12 ans, hein, tu sais, quand je te dis que je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps, 12 ans, où j'ai cru pendant 12 ans, ou en tout cas,
Je me suis fait croire parce que longtemps, et si je suis très honnête envers moi-même, aujourd'hui, je me dis, je le savais depuis très longtemps. Mm. J'aurais dû partir avant. Et ce qui aurait fait, euh, parce on a toutes ces injonctions derrière moi, ce qui m'a fait rester, c'est toutes ces croyances que j'ai depuis toute petite, toutes ces injonctions de un papa, une maman, ça reste ensemble, tu te rends compte, tu vas être celle qui sépare, gna, 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 enfin tous ces trucs bien pourris. Tu sois Ouais. forte, moi aussi on me disait sois forte. D'ailleurs, c'est ce qui m'a drivé, le sois forte aussi, qui m'a volé le burn-out, sois forte. C'est aller voir quelqu'un, sincèrement, parce que moi je l'ai fait après, mais mon Dieu, si je l'avais fait avant, j'aurais pas. J'ai fait, enfin, je le dis vraiment en toute simplicité, parce que moi j'ai failli laisser ma vie, hein. Il s'en Ouais. évalue, enfin, il y a eu une intervention de gendarmerie, tout, on a vraiment, enfin, j'ai vraiment Ah failli ouais. laisser ma vie, donc faut pas Ok. attendre ça et être honnête envers soi-même et pas se dire qu'on est capable de faire changer l'autre. Ça, c'est un truc important, c'est nous, humains, la seule personne que nous avons la capacité de changer, c'est nous-mêmes. Ça, c'est Ouais. vraiment déjà d'en avoir conscience. On ne peut pas changer l'autre. Et si on n'arrive pas justement à on a envie de changer, mais qu'on ne sait pas comment faire. Il y a plein de gens, que ce soit des coachs, des accompagnants, enfin, il y a plein de gens qui peuvent nous aider. Mais Ouais. arrêtons de croire et arrêtez de croire que vous allez changer l'autre. C'est une utopie, vraiment. Qu'est-ce qui... Alors, tu as esquissé un peu des éléments de réponse, mais qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'on s'obstine dans cette posture à croire que on peut gérer, ça va marcher, on est fort, machin et tout, on peut changer l'autre? Bah, en fait, enfin, aujourd'hui, avec, si je regarde ça, ce que c'était il y a 17 ans, c'est j'étais couverte d'injonctions. Depuis toute petite, pour moi, un papa et une maman, Hmm. enfin, aujourd'hui, le divorce, c'est un truc normal, hein. Quand t'es pas Ouais. divorcé, c'est juste un peu bizarre, mais c'était, je ne pouvais pas, je me disais, mais est-ce que tu te rends compte, c'est toi qui vas partir. Ça va être à cause de toi si l'autre est malheureux. Puis t'es forte. Moi, mon papa me disait toute petite, tu es forte, ma chérie. Et ma famille me disait souvent, non, mais toi, t'es un roc, toi. Ouais. Bah, ok, donc comme moi, je suis un roc, je dois tenir. Ouais. Et du coup, je dois être forte. Et aussi, on me disait, ne t'appuie que sur toi-même, ne fais confiance qu'à toi-même. Alors ça, bah voilà, et c'est pour ça que je suis pas allée me faire aider. Parce que je n'ai Ok. compté que sur moi-même et j'ai pas osé en parler. Il a fallu que j'atteigne ce point de non-retour pour pouvoir en parler autour de moi. Ouais. J'adore, Et c'est un donc, truc dont on parle tellement souvent dans les interviews sur ma chaîne YouTube, tu vois, le poids des injonctions, les idéaux qu'on a en tête, tu vois, Hum, les recettes magiques du bonheur, notamment en amour, hum, qui nous sont martelées à grands coups comme je le dis souvent, hein, à grands coups de chansons romantiques, de comédies hollywoodiennes et tout, et après on essaie juste de c'est ça. reproduire les modèles en se disant c'est comme ça qu'il faut se comporter pour être heureux. Et je trouve que ça demande un certain vécu, un certain retour d'expérience sur la vie pour se rendre compte que finalement c'était un leurre et que la recette du bonheur, elle est juste au fond de nous à partir du moment où on apprend à s'écouter, quoi. Exactement, c'est vraiment ça. Et ces films, les archétypes que l'on peut voir font du mal. Moi, je sais qu'en plus, j'avais 22 ans quand mes parents se sont séparés. Et donc, je Ok. voulais absolument pas Tu vois, donc, il y avait aussi un papa, un maman, ça reste ensemble, une famille unie, blablabla, love, 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 cœur, cœur, cœur partout. Et moi, mes parents, je disais, mais je veux pas reproduire ça. Ouais, Et donc, c'est ça aussi, cette injonction de ne reproduis pas ça, ouais, ne fais pas, parce que j'avais souffert enfant ouais, enfin j'étais jeune adulte de cette séparation, je voulais absolument pas faire souffrir mes enfants. ouais, Sauf que la réalité, notamment quand tu as des enfants et que tu es dans une relation compliquée, nous les adultes, on s'imagine que les enfants ils voient rien quand tu caches les trucs. Enfin, ouais, arrêtons de croire qu'ils sont idiots et stupides parce qu'ils voient beaucoup de choses. ouais, Et moi, les miennes, elles avaient 6 et 3 ans, elles ont perçu tellement de choses. bien sûr. Et ça reste malgré tout dans ces histoires des dommages collatéraux, hein, nos enfants. Ouais, et puis ouais, je me retrouve tellement dans ce que tu partages là parce que j'ai vécu un peu la même chose. Et je me dis, on pense que les enfants, ils vont être moins heureux parce que les parents, ils sont plus ensemble. Ils sont surtout moins heureux de par l'énergie qu'ils ressentent, de par le fait d'avoir des parents qui eux-mêmes sont pas déjà bien dans leur vie. Alors que des Ouais, parents qui vont se séparer pour s'épanouir chacun de leur côté, eh ben, c'est sans doute beaucoup plus bénéfique aux enfants parce qu'ils sont dans ouais, un cadre beaucoup plus heureux, avec des parents qui sont bien avec eux-mêmes et qui sont peut-être plus ensemble, mais qui sont dans une autre disposition d'esprit pour répondre au mieux aux besoins affectifs des enfants, quoi. exactement. Moi, j'ai eu mes filles maintenant ont 23 bientôt et 20 ans. Elles le verbalisent en me disant, tu as bien fait. Tu as bien Ouais, fait de partir. ouais, Ok. Tu vois, même si à ce moment-là, j'entendais plus leur aval parce que je suis partie en urgence, elles me le disent, t'as bien fait. ouais. On a été heureuses et t'as bien fait.
Ouais, Tu ça vois, fait tu dis, plaisir ouais, d'entendre ce genre de choses, ah j'imagine. ouais, Bon, du coup, je retiens aussi de ce que tu nous as dit, cette nécessité, selon toi, de faire accompagner ces réflexions par quelqu'un de pertinent pour oui, avancer, parce qu'on est tous champions du monde. Ça, je le dis aussi souvent dans mes contenus, on est tous champions du monde de l'auto-aveuglement, tu vois. Euh, c'est toujours plus facile de coacher les autres que de se coacher soi-même. c'est Je suis ça. même pas sûr que ce soit vraiment possible de se coacher soi-même. Moi, j'y crois pas, en l'occurrence, de cette capacité à l'auto-coaching. Comment tu as choisi, toi, justement, là où les personnes pour faire accompagner tes réflexions à l'époque, tu as fonctionné comment? Alors, cette première phase-là, elle était un peu délicate parce que je suis partie en urgence. C'est vraiment un- un- le contexte était vraiment très spécifique. Et moi, je suis allée, comme j'étais ravagée et détruite, c'est pas un coach qui m'a accompagnée dans un premier temps, c'est un psy. Parce qu'en plus, Ouais, je dormais plus, je m'alimentais plus. Donc, il y avait une autre pathologie. Alors, il y avait une pathologie médicale où j'avais carrément fait de ce qu'on appelle de l'anorexie mentale. Enfin, donc, il y ouais, avait une pathologie médicale qui fait qu'il fallait que je traite ça dans l'urgence, puisque j'avais mes deux petites que j'ai fait ouais, accompagner aussi très vite par rapport à tout ce qu'elles ont pu voir et vivre. Mais pour le burn-out, là, j'avais besoin de quelqu'un qui me permette de venir comprendre ce qui se tramait en moi. ouais, Parce que là, j'étais pas bien, j'avais vécu ce burn-out, mais quand je suis remontée, au moment où je me suis dit, OK, je vais retourner travailler, je veux plus que ça recommence. Je veux plus ça. Donc, comment je fais? Et je savais que la clé, elle était, je lisais un peu de livres de dev perso, et j'avais compris que j'avais des clés en moi. Et je te rejoins sur, on peut s'auto-coacher sur des choses qui sont très simples, que l'on voit. hmm, Sauf que ce qui nous bloque, c'est des choses que l'on ne voit pas. ouais, Clairement, on hmm, est là. Et ce serait, si on arrivait à le faire, il n'y aurait plus de métier pour les coachs, pour les psys, pour personne. ouais, Sauf que ce qu'on ne voit pas, on ne peut pas le traiter. Et donc, c'est là que je me suis dit, bah, je vais me faire accompagner. Ah, c'est quand j'ai fait le burn-out. Quand j'ai fait le burn-out, je me dis, je vais me faire accompagner parce que je reproduis des choses. Il y a un truc qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'est quand on me disait, en fait, l'image que je laissais paraître de moi à l'extérieur n'était pas celle que j'étais vraiment. Et ça, c'est un truc qui a fait résonance. C'est une phrase toute simple qui m'avait été dite et je me suis dit, mais en fait, c'est pas moi ça. La personne qu'on est en train de me décrire, la personne que l'autre perçoit, mais c'est pas moi. Et mes enfants me l'ont fait aussi cette réflexion. Et ça, ça a été le truc. Non, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. Et donc, je suis allée voir une coach professionnelle pour m'aider ok, à la base sur le pro. ouais, Et on est venu travailler. Je lui ai dit, il y a un truc qui n'est pas aligné. Je lui ai dit, entre qui je suis vraiment à l'intérieur et la personne que les gens perçoivent, ouais, il y a un monde. ben, Ok. il y a un truc qui colle pas. Il y a un truc qui colle pas. Et j'ai compris que j'avais tout un système, des mécanismes qui s'étaient mis en place. Moi, j'étais en mode tortue ninja. Le matin, je me levais, j'activais ma carapace. Ah ouais, Dû, ok. en fait, en fait, avec ce qui s'était passé dans ma vie de femme, où j'avais dû mettre, pendant toute cette période-là, j'avais mis des mécanismes en place pendant ces 12 ans. Et en fait, ces mécanismes sont devenus des choses normales. Je l'appelle souvent la carapace tortue ninja. Je la mettais le matin. Et en fait, une fois que mon histoire s'est terminée, même si je suis allée voir le psy, nanana, j'ai continué avec cette carapace. Sauf que ce qui m'a servi à l'instant T, m'a permis de me protéger physiquement et moralement, Ouais, a fini par me détruire et me desservir. D'ailleurs, c'est cette carapace qui m'a emmené vers un burn-out, c'est cette carapace qui m'a emmené au bore-out, tu vois. Et donc, ouais, un coach qui est venu me permettre déjà de prendre conscience et de me permettre de lâcher ça, en disant je ouais. n'en ai plus besoin. C'est super intéressant ce que tu nous partages là, finalement les mécanismes de protection qu'on se construit soi-même pour une situation bien spécifique, Ouais, euh, qui sont ultra utiles pour pouvoir gérer cette situation difficile qu'on vit à un instant T de notre vie, mais qui deviennent un véritable poids par la suite, une fois qu'on est sorti de cette situation et que on vit encore avec ce conditionnement-là. Super, super intéressant, j'adore. Je fais juste une parenthèse parce que c'est une question que j'aime bien poser aussi dans mes interviews. Toi, tu fais quoi comme distinction entre coach, thérapeute, psy? euh, Lequel devrait être consulté quand et par qui? Enfin, comment tu vois les choses? J'ai un peu l'impression que chacun a sa définition parfois dans ces situations-là. Et... En fait, quand je parle de psy, moi, c'est un psychiatre hein, que je suis allée voir. Un Ouais, psychiatre, donc c'est un médecin qui délivre des médicaments.
Ouais, dans ma formation de coach professionnel, ouais, il nous a clairement été appris qu'à partir du moment où on détecte chez quelqu'un qu'il a un besoin d'être accompagné médicalement parlant, en tout ouais, cas, moi, coach, je ne suis pas médecin. OK? ok. Et T'es pas donc, dans habilité. ces cas-là, mon devoir, c'est de renvoyer la personne vers une personne compétente qui peut l'accompagner médicalement parlant. Et là, je parle de, par exemple, quelqu'un qui est en phase de dépression, quelqu'un qui est en plein dans un burn-out et qui n'arrive pas, qui a une pathologie médicale derrière. Moi, je ne Ouais, suis pas médecin. Donc, le psy, moi, c'est d'ailleurs pour ça que je suis allée voir en urgence un psy, c'est parce que j'avais toute une pathologie médicale et le psychiatre est celui qui permet d'aller travailler. Alors, je vais pas polémiquer sur la façon de travailler, voilà, mais mm, va aussi donner toute une partie médicamenteuse dont moi j'avais besoin et qu'un coach ne te donne pas et qu'un oui, thérapeute ne donne pas non plus. ouais, qui sont pas habilités pour ça. Et c'est ça. Et pour moi, le thérapeute, il est plutôt sur des parties dans mon monde à moi, dans ma croyance à moi. Le thérapeute, il va accompagner sur, ça peut être de la dépendance. Euh, Ouais, comme un coach, en fait, je fais pas trop. En fait, au moment où tu me parles, je fais pas trop la différence entre un thérapeute et. Alors, à mon avis, c'est des histoires de formation, d'intitulés Ouais, de formation qui sont pas tout à fait les mêmes. Le coach, il est vraiment. Alors, un coach, pour moi, il est formé à l'outil du coaching. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle coach. Et le ouais, coaching, c'est l'art du questionnement. C'est de permettre. Je vais parler du métier que je connais et pas des métiers que je connais moins bien. Il va permettre à ses clients, par le biais du questionnement ou de plein d'autres outils, parce il a souvent plein d'outils dans sa sacoche, va permettre à la personne de cheminer et de trouver son chemin en étant à ses côtés et de permettre, in fine, à son client d'être autonome. Enfin, moi, pour moi, ouais, ok. en tant que coach, je me dois, dans mon monde à moi, de permettre à mes clients d'être autonomes. Et comment je leur permets d'être autonomes, c'est que je vais les aider à trouver leurs propres clés en eux Mm. pour pouvoir être autonomes. Ouais, Je donc sais pas vraiment si j'ai cette bon. notion de responsabilisation, j'adore. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Ok. Ah oui, oui, oui. Le psy, non. Alors la différence vraiment entre coach, thérapeute et psy, le psy, c'est tu t'en fous, t'es pas responsable. Tu dis que c'est de la faute des autres, c'est pas grave, il va te filer des médicaments. C'est très Ouais, voilà. réducteur ce que je dis. Peut-être que ça va piquer, c'est pas Ouais, grave. Mais t'as pas. En tout cas, moi, le psy m'a pas fait prendre conscience que c'était de ma responsabilité. J'ai pris conscience après. ouais, Le coach, le coach, il responsabilise. ouais, D'ailleurs, le coach, il fait pas à la place. Il n'est pas là pour traîner la personne et il va permettre à l'autre de prendre son entière responsabilité. Ça ne veut pas dire culpabilité. Souvent, l'humain fait pas le distinguo entre je suis coupable d'eux et je suis responsable d'eux. ouais. Et c'est là que le coach, on est, ouais, je responsabilise Ouais, et j'adore, je j'adore permets ce que tu dis. l'autonomie. Ouais. L'impression que moi, ça me laisse, c'est que des fois, pour les personnes qui sont allées tellement loin dans leur victimisation, c'est pas possible d'être responsabilisé tout de suite et que du coup, c'est peut-être bien de passer par cette phase psy, médicamenteuse, c'est juste pour sortir un peu la tête de l'eau et après Oui. seulement, enfin, pour préparer le terrain à la prise de responsabilité, quoi, tu vois. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est cool. C'est ça. Et un coach, pour moi, tu peux pas, en tout cas, je sais que quand moi je reçois ou j'ai des entretiens avec des gens qui veulent travailler avec moi, si je sens qu'à un moment donné, il n'y a pas cette prise de responsabilité, je refuse catégoriquement de Ah oui, travailler avec. Je ne ouais, peux pas travailler avec quelqu'un qui pense que c'est de la faute de Pierre, de Paul, de Jacques, de la terre entière, de l'univers, de qui tu veux. Je peux pas. Et parce que ouais. là, tu sais qu'il y a tout un gros travail à faire de l'autre côté. Et ce travail, il faut être conscient aussi que parfois, il y a que nous qui pouvons le faire, hein. Mm. Si tu as décidé que c'était les autres qui étaient coupables, bon, bah, il y a un moment. Ouais, Donc, ça va être dur de te sortir de ça, ouais. Ouais, c'est clair. mm. Justement, tu parlais un petit peu, pardon, j'ai un peu tendance à sauter du coq à l'âne, mais tu parlais un peu de tes clients tout à l'heure. Si on fait un peu le lien entre projet entrepreneurial, donc toi, tu aides tes clients dans le développement de leur projet entrepreneurial, avec cette idée de responsabilisation, justement, hein, qu'ils deviennent autonomes et qui développent de manière pérenne leur propre projet. Quel lien tu fais entre la capacité de ces gens-là à réussir et leur épanouissement amoureux? Est-ce qu'il y a un lien ou est-ce que pour toi, ça peut être décorrélé à partir du moment où c'est bien géré? Comment tu vois les choses? Alors, je fais partie de ces gens qui, moi, quand j'entends vie pro, vie perso, ça me fout des boutons. On a une vie. On Ouais, a une vie, un grand ok. V. Et dans cette vie, on a différentes sphères. Il y a l'amoureux,
enfin la sphère amoureuse, la sphère professionnelle, enfin il y a plein de sphères. Mais on a trop tendance, et c'est très marketing, vie pro, vie perso, machin. Non, moi j'ai une vie. Dans cette vie, effectivement, il y a le domaine sentimental et le domaine professionnel. Je pourrais te dire que on s'en fout, que dans le côté sentimental, ça aille pas, si à partir de... Non, ça c'est pour moi c'est de l'utopie. Et on le voit. Moi, je l'ai vécu. Si souvent, quand il y a un impact au niveau sentimental, si c'est t'es pas stable, ça a une répercussion, puisque on a une vie, ça a forcément, par effet d'onde, une répercussion au niveau professionnel. Moi, je le vois aujourd'hui avec mes clientes. J'ai cette chance d'avoir un mari nouveau, enfin nouveau depuis des années, mais qui m'a soutenue. Ouais, Depuis le ouais. premier jour où je lui ai dit, écoute, je lâche tout, je lâche mon job de cadre, je m'en vais, je reprends mes études, je saute dans le vide, je ne sais pas si j'ai le parachute, s'il est là, je saute, j'y vais. Voilà, il m'a dit, je te soutiens. Et d'ailleurs, c'est lui qui me permet de me relever la tête des fois quand j'ai des coups de mou ou de moins bien, il est là. Et je mesure aujourd'hui cette chance quand j'entends les clientes que j'accompagne. Bon nombre d'entre elles me disent souvent, Alexandra, mon compagnon, mon mari, mon conjoint ne me comprend pas. Et c'est OK. Salarié, entrepreneur, pas le même langage. Sauf que pour elles, pour ces femmes-là, c'est une pression supplémentaire. Elles ont déjà la pression de devoir développer leur entreprise, d'aller trouver des clients pour rentrer du chiffre d'affaires. Et derrière, il y a la pression à la maison. Le mari ou le conjoint qui va dire, alors, t'en es où? T'as rentré combien? Putain, mais qu'est-ce que tu fous? Ils sont où les clients? Je comprends pas. Nanana, tu brasses de l'air. Nanana. Et du coup, c'est une pression. Déjà, en tant qu'entrepreneur, on a une pression de ouf. Mais Ouais. quand en plus, dans cette sphère sentimentale, tu es avec quelqu'un qui te fout une pression supplémentaire, euh, c'est juste une pression en plus que tu as. Et oui, et je dis souvent à mes clientes, c'est juste leur peur à eux. Sauf que ces Ouais. peurs, quand tu les as tous les jours, matin et soir, ça pèse lourd. Et d'ailleurs, j'ai une de mes clientes qui est en train de se séparer. D'accord. Ça allait être ma question justement, Alexandra. Tu vois, en t'écoutant, je me disais dans quelle mesure cet exemple précis que tu cites, d'obtenir ou non le soutien de son partenaire de vie dans un projet aussi, aussi engageant qu'une aventure entrepreneuriale comme ça, est-ce que c'est pas un super indicateur de je suis ou non avec la bonne personne, tu vois, sans vouloir faire de raccourcis faciles. Mais Non, mais si clairement, moi, enfin, si c'est le truc qu'on vibre, qu'on kiffe et qu'on y croit et qu'on est la seule à croire et que l'autre il te fout des bâtons dans les roues, il y a un moment donné, il faut se dire, au lieu de se dire, oui, c'est parce qu'il comprend pas, stop. ouais, Est-ce qu'il me soutient? Est-ce que si moi j'étais à sa place, alors on ne sait pas comment on serait si c'était l'autre, parce que vraiment, je le redis encore une fois, le monde de l'entrepreneuriat et le monde du salariat, ils ne se comprennent pas. C'est normal qu'un salarié se pose plein de questions et qu'il soit en flip parce que lui, il a son bulletin de salaire tous les mois. Toi, tu ouais, sais déjà pas quand tu te lances combien tu vas avoir. ouais, Mais pour répondre à ta question, si j'avais eu un mari qui m'avait pas soutenu, de toute façon, je lui avais dit, déjà quand je lui ai dit je me lance, que tu me soutiennes ou pas, je m'en fous, je me lance. ouais, Mais ça aurait pu être à terme une histoire de rupture, ouais. ouais, Parce que il n'est pas question, et en plus, après tout ce que j'ai vécu dans ma vie de couple avant et professionnellement parlant, il n'est pas question que qui que ce soit se mette euh, en barrage devant ma route. Si je mhm, veux être entrepreneur et que je sais que je vais réussir, je vais mettre tous les moyens nécessaires pour le faire. Et on sait ô combien chez un entrepreneur, l'environnement et notamment l'environnement familial et amoureux, si on en a un, en tout cas l'environnement, la première sphère de notre environnement, est quelque chose, est un facteur qui peut être déterminant dans la réussite de notre entrepreneuriat. ouais, c'est Donc clair. voilà, et moi je te dis, j'ai une de mes clientes qui est en train de se séparer. Donc il y a plein d'autres choses, mais non, Ouais. il n'y avait pas ce soutien-là, et là elle est en train de se séparer. Ouais. Et en même temps, tu vois, en t'écoutant, je me dis que dans chaque difficulté, il y a aussi une opportunité. Peut-être que un désalignement comme ça entre deux partenaires de vie, c'est aussi l'occasion d'aller creuser, comme tu disais tout à l'heure, les peurs de l'un Mm. et de l'autre, pourquoi ça se Oui, passe comme ça, quel est son système de croyance à lui, et de se questionner mutuellement là-dessus, et de remettre peut-être un peu d'harmonie dans la communication pour rendre ça sain et constructif, tu vois. Tu vois, ouais, je... en première approche, quoi. Après, si mais suite à tu as ça, raison. on n'arrive pas forcément à concilier quoi que ce soit, on se rend compte qu'on est trop divergent, il y a peut-être lieu de songer, effectivement, comme ta cliente, à passer à autre chose. Mais premier temps, utiliser ça comme une opportunité pour instaurer un peu d'harmonie dans la Ouais, communication. c'est un conseil que je donne à mes clients souvent quand elles viennent. Je crois que
une grande partie d'entre elles, quand elles me disent ça, je dis, OK, est-ce que tu as bien conscience que tu parles un langage qu'il ou elle ne comprend pas? Ouais. Et moi, je prône toujours la communication en essayant de comprendre. C'est toujours, essaye de te mettre aussi, même si on n'a pas la même carte du monde que l'autre, c'est d'essayer de se mettre à la place de l'autre. Je lui dis, ton mari, là, en l'occurrence, il te voit te lancer, il te voit peut-être te lancer hyper contente, à corps et à cri, en disant, oh là là, putain, mais il n'y a pas de salaire qui rentre. Et en fait, c'est juste une inquiétude qui est légitime pour lui. Et Mm. c'est juste se mettre à sa place. Moi, je prône hein, vraiment. Là, ma cliente, on est arrivé dans un extrême, et il y a toute une histoire derrière, mais c'est échanger parce qu'on ne parle pas. C'est vraiment ce truc, on ne parle pas le même langage. Et donc, souvent, ce qui se passe, c'est que chacun va camper sur ses positions là, et du coup, bah, le truc qui était un conflit ou une non-compréhension à la base va devenir un conflit juste énorme, et chaque chose après va venir alimenter ce conflit. Enfin, la problématique, c'est que les êtres humains, ils communiquent pas ou pas correctement. Donc, communiquez et comprenez que l'autre n'a pas la même carte. Mais c'est valable dans les deux sens, hein. C'est pas Ouais. l'entrepreneur, c'est que les deux se mettent, comprennent que on parle pas la même langue et que bah, la personne, elle a des peurs. Et oui, peut-être que nous, si on était à sa place, on aurait les mêmes peurs. Ouais. C'est pas. J'adore. J'adore. Et du coup, ça me fait penser à une autre question, puisque toi, tu nous parles comment tu as dit, mon nouveau mari, c'est ça que tu as dit? Ouais, enfin, à nouveau, Moi. ça va faire 16 ans, hein. Paye ton Voilà. nouveau. Donc, ton nouveau mari depuis 16 ans, tu nous disais qu'il était un soutien important pour toi dans ton projet entrepreneurial. Euh, du coup, sur la base de ton expérience, un petit peu, qu'est-ce qui fait pour toi que une relation de couple comme ça, elle fonctionne? Parce que tu as déjà esquissé quelques réponses, mais qu'est-ce qui fait, selon toi, que ça fonctionne entre vous, que c'est sain, que c'est harmonieux, que c'est pérenne? On communique beaucoup en fait, on échange beaucoup et on se dit les choses. Alors ça c'est un truc, on se dit, ça veut dire que je ne m'imagine pas qu'il est en train de s'imaginer un truc de machin. On se dit les choses quand ça va pas, on explique les choses. Euh, j'ai un mari enfin, on communique beaucoup. Ça veut dire que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, il m'a fait part mais de manière très calme, des craintes qu'il pouvait avoir et de manière vraiment très bienveillante en disant, tu sais, je crois en toi, mais comprends. Et des fois, il me disait, mais comprends-moi, mets-toi à ma place. Et je dis, je comprends. Tu vois, on avait vraiment Ouais, ce discours de je t'entends, je sais que, fais-moi confiance. Et l'autre qui dit, euh, oui, je te fais confiance, mais entends aussi que j'ai des craintes. Donc, on est toujours, avec Steph, on est toujours dans cet échange. Toujours, attends, je vais pas te vendre des fleurs, des fois ça clash, hein, ouais, bien sûr. on est juste des humains normaux. Mais on est dans alors ce profond respect l'un et l'autre, l'un pour l'autre, de l'humain qu'on est avec parce qu'on connaît nos 17 ans, on commence à connaître nos parts d'ombre et de lumière, hein, voilà. Ouais, Mais toujours en communiquant. C'est vraiment, on a toujours échangé et dès qu'il y en a un qui a des craintes ou ce genre de choses, on s'est pas dit, je lui les dis pas pour pas lui faire peur ou je n'en parle pas, on se les dit. Oui, parfois il y a des choses quand on se les dit, ben ça pique ouais, parce que l'humain qu'on est, il aime pas trop entendre. Mais ok, c'est déposé. Et qu'est-ce qu'on ouais. fait de ça? Comment on fait pour avancer? Et on avance comme ça. Voilà. Ok. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, j'adore, j'adore. Donc, beaucoup de communication. Et ce que j'entends dans ce que tu nous partages là, c'est surtout la communication des choses qui piquent, quoi, tu vois, parce que tout ce qui est facile à Oui. dire, tout Oh ce bah qui non, est, mais ouais. tout ce Je qui t'aime, est, chérie, j'ai confiance en toi. Ouais, non, mais ouais, ça, on est voilà, OK. OK. ouais, Non, non, c'est des choses qui piquent. Enfin, quand je dis de choses qui piquent, c'est parfois mon mari qui va me dire, bon, Alex, écoute, je sais que tu kiffes ton job, mais là, clairement, enfin, tu passes pas de temps avec nous, quoi. ouais, Stop. Passe du temps avec nous. Enfin, voilà. Ou moi, c'est moi qui vais lui dire, écoute, je peux comprendre que tu sois salarié, que tu aies ton salaire tous les mois, mais la réflexion que tu vas me faire, moi, elle me fait du mal parce que ouais, voilà ce que je comprends, voilà ce que j'entends. Et en fait, c'est en venant parler de ces choses où forcément l'autre il aime pas parce que c'est pas le but de faire mal à l'autre. C'est pas oui, ça le but. Un être humain, il fait pas des choses pour faire mal à un autre. ouais, Ça part toujours d'une bonne intention de notre part à nous, même ouais, si ça pique l'autre. Mais du coup, ça permet aussi de mettre des mots, de comprendre. Moi, ça me permet des fois de comprendre. Ok, ce que je suis en train de faire, moi, dans mon monde à moi, c'est hyper fluide. Non, mais lui, par contre, attention, ça ne l'est pas. ouais, Ok, donc, et du coup, ça me permet de faire plus attention à certaines choses. Et lui, pareil. Donc, en fait, on se dit des choses qui piquent, parce que ça a toujours été un espèce de contrat entre nous. On n'est pas ok, en train de se passer de la pommade dans tous les sens. On est honnête, comme on peut l'être, parce que parfois, on veut pas blesser l'autre.
mais on dit les choses parce que on a vu, et moi je l'ai vécu, ô combien quand on ne dit pas les choses, ça peut être destructeur. Ouais, Et on a beau se dire je j'adore. t'aime, cœur, 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 love, love, si tu dis pas les choses qui vont pas, tu peux pas avancer. Et donc là, Ouais, au bout de- ouais, c'est vraiment cette chose que l'on fait. Et ouais, on se dit des choses qui piquent, ouais. Alors on se les balance pas. Il y a des fois quand on est un peu fatigué, et notamment moi, je vais les balancer comme ça, mais en règle générale, on prend le temps. À un moment, on ouais, n'est que tous les deux. Et à un moment, on dit bon, écoute, là, ça va pas. Voilà, il y a ça qui va pas. Je pense ça, je ressens ça. Et lui, il s'autorise aussi, et moi aussi, à me dire je ressens ça. Je ok. ressens ça. Je Mhm. suis en colère ou ça m'a énervé. Voilà ce que ça m'a fait. Ça m'a blessé parce que je l'ai interprété de cette manière. Et on échange beaucoup comme ça avec mon mari. Ouais, partager ses ressentis, ses besoins, ses envies, ses interprétations, je trouve que c'est tout ce qui se passe à l'intérieur et Oui, et qu'on n'ose pas forcément verbaliser. Et je pense que le fait de verbaliser, ça permet aussi de se rendre compte que c'est totalement subjectif, quoi. Que dans notre tête, on pense que c'est une évidence, c'est comme si, c'est comme ça, mais en fait, pas du tout, quoi. c'est que dans notre tête. Ouais. Ouais, non, mais Ouais. exactement. Je vois que ça Que a dans notre résonné tête. vu Hein. ta réaction. Non, Et mais c'est j'ai quand tellement même ça. j'ai trop de questions, mais ce qui m'intéresse aussi sur l'expérience que tu vis avec ton nouveau mari depuis 17 ans, euh, c'est l'instauration. Comment vous avez instauré ça? Tu vois, parce que je me dis, dès le début, on est dans un truc, en général, quand tout est beau, tout est rose, tout est facile au début, on a tendance un peu à se voiler la face et à pas mettre en place d'emblée les bonnes habitudes de communication. Comment vous avez géré ça? Alors en fait, je dis pas qu'on les a mises d'emblée en face. Moi, je venais d'une histoire chaotique hein, Ouais, avant. Je voulais plus. Enfin, d'accord. je savais ce que je voulais plus. Alors j'ai déjà en plus un caractère bien trempé. Et On effectivement, les dirait, ouais. premiers temps, quand j'ai rencontré mon mari, j'avais déjà décidé de mettre mes enfants de côté parce que j'avais envie de ce besoin de me reconstruire en tant que femme, tu vois, et de vivre ce moment avec lui. Donc mes filles l'ont pas connu tout de suite. C'est vraiment et j'avais vraiment envie, ce besoin très égoïste de le vivre pour moi. Et du coup, on apprend à se découvrir. Mais j'ai tout de suite été très claire. Je lui ai expliqué de quelle situation je venais, ce que j'avais vécu parce que pour moi, je voulais pas cacher, absolument Ouais, pas, pour me dire attention, parce que je savais qu'à ce moment-là, moi, j'en sortais, ça faisait pas non plus super longtemps, que je traînais des casseroles et certains mécanismes qui étaient là. Et je me disais, en posant la situation, peut-être que ça lui permettra. Et d'ailleurs, il me l'a dit longtemps après, il m'a dit le fait que tu sois clair dès le départ sur ce que tu avais vécu m'a permis de comprendre certaines façons. Quand, par exemple, quand mon ex-mari m'appelait et que j'étais avec mon mari, avec Steph, il voyait tout de suite le changement. Je pouvais être hyper souriante avec lui et d'un seul coup, dès que le téléphone sonnait, clac, clac, il y a un truc tu vois, ma carapace, clac, clac, qui s'enclenchait. Et ouais, après, j'étais dans une humeur très basse. Et le fait d'avoir ces infos dès le départ, il a compris. Je suis pas sûre que tous les mecs auraient accepté et ça devait matcher à ce moment-là certainement entre nous. Mais j'ai été claire dès le départ et lui a été clair aussi sur sa situation dès le départ. En fait, on s'est pas caché les choses. On est ok, des adultes, on avait 30 ans, on s'est dit les choses, voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on veut pas. On essaye. Alors, l'histoire du coup de foudre, moi je vais te dire, nous, il n'y a pas eu de coup de foudre. On a appris à se connaître, euh, on a appris à se découvrir. On ouais, rêve tous, comme à la télé, du Ah, c'est l'homme de ma vie. Alors, moi, après le chat, tu vois, moi, après le non, je me fais gaffe. Et du coup, ouais, on a appris à se connaître et en fait, on a joué de cartes sur table dès le départ. ok, Oui, il y a eu des moments où il y a eu des moments où c'était plus compliqué. Par contre, je pense que là, on a passé un cap. C'est quand moi-même, je me suis fait accompagner, quand je suis allée chercher des choses qui avaient rien à voir, qui étaient pour le job, pour que j'arrête de reproduire ces schémas au niveau professionnel. Voilà, ça a permis d'ouvrir plein de choses. Et d'ailleurs, mon entourage m'a dit, t'as changé. ok. Et du coup, ça a ouvert quelque chose et je pense que dans notre couple, ça a même renforcé quelque chose quoi, je sais pas, mais le couple s'est solidifié à ce moment-là. Mais dès le départ, on a été clair. On s'est rien caché. J'adore, j'adore ce que tu partages là, tu vois. J'irais presque jusqu'à faire un raccourci facile, mais qui a peut-être aucune pertinence, mais de se dire, OK, le fait qu'il n'y a justement pas eu le coup de foudre, en quoi ça a permis d'instaurer tout de suite quelque chose de sain dans la communication, tu vois, parce que finalement, quand tu pars sur ton pic émotionnel du coup de foudre, peut-être que tu Ouais. as plus tendance naturellement à vouloir mettre des œillères, à rester un peu dans ta bulle romantique du début de relation et à pas mettre tout de suite en place cette communication. Alors ça, évidemment, combiné
à ton parcours d'avant qui fait que tu voulais pas reproduire des choses. Mais ouais, c'est un peu la réflexion que je me fais en t'écoutant. Ouais. Ouais. Et puis non, non, c'est ça. Il n'y avait pas de. Il y avait une attirance, ok, parce Mm. que sinon Oui, bien on serait sûr. pas là, hein, voilà. Ouais, Mais euh, mais il n'y avait pas ce. On était vraiment. Moi, je me souviens, alors déjà, j'avais juste l'impression d'avoir 14 ans, tu vois. Tu ouais, sais, ce truc de 14 ans, t'es. Voilà, le truc que je redécouvrais après un truc un peu chaotique. ouais, Mais malgré tout, je me disais, ok, on va apprendre à se découvrir. Je voyais ça plutôt comme avec des yeux d'un 14 ans, c'est vraiment, je découvre. Mais ouais, 14 ans dans le regard de l'autre, par contre, 30 ans dans attention. ouais. Pas de On s'emballe précipitation. pas, tu Ouais, peux avoir des papillons, ok, mais et puis voilà, attention, c'est pas non plus, on n'est pas dans un film fleur, 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 cœur, cœur, cœur. Et voilà, donc on a vraiment appris à se connaître, ok. à se découvrir, et cette transparence dans nos vécus l'un et l'autre, Ouais, mais je te parle de transparence totale, vraiment. On a abordé que ce soit la sexualité de l'un ou de l'autre, la vie de l'un ou de l'autre, c'était clair pour nous deux. On savait ce que l'autre avait vécu. Il n'y avait pas de cadavres cachés dans les placards, parce que moi mm, j'avais connu ça aussi. ok. Donc voilà, transparence. J'adore ce que tu nous partages là. Et j'ai envie de faire un parallèle aussi finalement avec ton cœur d'activité qui est le coaching pour professionnels. Je me dis, quand on est dans une aventure entrepreneuriale, qu'on échange pardon, avec nos prospects, c'est un peu cette même démarche de transparence, quoi, tu vois, d'exprimer mutuellement qui on est, ce dont on a besoin, nos envies, et voir un petit peu si on peut concilier quoi que ce soit par rapport à ça. Est-ce que toi, tu vois un lien à ce niveau-là aussi, ou comment tu présentes les choses peut-être à tes clients, tout ça? Avec le lien avec leur vie, Ben, le lien avec surtout avec cette notion de transparence, tu vois, finalement, oui, ce que tu nous décrivais de ton début de relation avec ton nouveau mari, ouais, c'est qu'il y a vraiment eu cette sincérité dans les débuts d'échange où chacun a exprimé sa façon de voir les choses, ses envies, ses besoins. Et ouais, je me dis finalement, quand on rencontre un prospect avec qui on s'apprête à travailler, il y a aussi cette nécessaire oui. Pour sincérité et moi, c'est. transparence pour pas être déçu derrière, quoi, tu vois. Alors, c'est toujours, je le dis toujours, c'est dans ma carte du monde, dans mon monde à moi, parce que c'est avec ma carte du monde, c'est ma vérité et c'est pas forcément celle des autres. Oui, pour moi, c'est nécessaire quand tu es avec tes prospects. D'ailleurs, c'est ce que je prône, mes clientes qui cherchent, qui arrivent pas à se développer ce genre de choses. Bien souvent, elles ont essayé d'être quelqu'un d'autre ou de faire comme quelqu'un d'autre. Hmm. Je dis, dites les choses telles quelles, vous prenez pas la tête. Plus on va essayer d'être un autre ou une autre, et je pense que c'est valable dans la vie amoureuse, il y a un moment ou un autre, le fake, tu vas pas pouvoir le tenir longtemps, tu restes un être humain, et donc un Ouais, moment ou un autre, la vérité, elle va être là. Et puis pourquoi se cacher? Pourquoi cacher la personnalité que l'on a? Pourquoi? Pour plaire à l'autre? Pour faire semblant? Pour que finalement tu rentres? C'est le meilleur moyen, et que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans la vie amoureuse, de te retrouver et dans l'entrepreneuriat avec des clients, putain, mais qui sont pas pour toi, quoi, qui te font pas ouais, vibrer, qui vont te faire chier. Et pareil dans la vie amoureuse, c'est de te retrouver avec un mec ou une nana. Oh mon Dieu. Au ouais, final, tu dis, oh, et tu rentres et c'est là que parfois tu rentres dans des situations hyper complexes où tu sais pas comment tu vas t'en sortir. ouais. Donc oui, moi je fais le lien. C'est pas la peine de cacher qui on est. Si la personne ou le client doit travailler avec toi, souvent nos clients viennent vers nous. Pourquoi? Pas pour les outils qu'on a, pas pour la phrase qu'on met sur les réseaux, là, je t'accompagne, pour ce que tu es, pour ce que tu Ouais. vibres, pour ce que tu dégages. Peut-être pour le franc-parler, moi je sais que j'ai une grande gueule, peut-être pour ça, j'en sais Non, ça rien. va. Et ben, dans le couple, pourquoi l'autre Ouais, va t'aimer, mais pour ce que tu es. Et s'il n'est pas capable de ça, c'est que c'est pas la bonne personne pour ouais, toi. On n'a pas besoin d'être des fakes, et surtout, le soyez pas, quoi. Enfin, ouais. c'est le meilleur Mieux, moyen de commencer une relation pourrie. ouais. Que ce soit un client ou un partenaire amoureux, mieux vaut le perdre en montrant ce qu'on est que le Ah gagner ouais. en montrant ce qu'on n'est pas, quoi. Oui, puis forcément, enfin, quand tu gagnes en montrant ce que tu n'es pas, à un moyen, court ou long terme, il va y avoir une répercussion. Il y a un retour. Enfin, c'est obligé. Soit c'est une relation qui va petit à petit se dégrader Ouais, quand c'est une relation amoureuse, soit c'est un client qui, finalement, il est venu, mais il va être déçu parce que ce que tu lui as vendu,
hein, ou le fake que tu lui as vendu, il est en train de se rendre compte que c'est pas ça, et donc Ouais, il va dire qu'il est déçu, il va devenir chiant, enfin, ouais, ouais. ou il va Donc, parler de toi de ouais, manière, il va te faire de la pub, mais dans le mauvais sens. Donc non, ouais. Donc, c'est au pas la bonne. final, tu finis quand même par le perdre, quoi. Donc, Oui, autant le perdre tout de suite pour les bonnes raisons oui, euh, que le gagner pour les mauvaises et finir par le perdre quand même derrière, tu vois. Ouais, exact. Ouais. j'adore. Et on s'est déjà dit tellement de choses et en même temps, j'ai pas vu le temps passer. C'est la folie. Euh, Est-ce que tu as encore des choses que tu souhaites rajouter, des idées que tu veux déposer encore dans les éventuels parallèles que tu fais entre aventure entrepreneuriale et vie amoureuse? Parce que c'est vrai que on en a déjà pas mal parlé, toi et moi, dans le live qu'on a fait sur ton Facebook la dernière fois. J'ai l'impression que plus on en parle, plus on trouve des parallèles. On en a fait Mhm. quelques-uns des beaux encore aujourd'hui. Est-ce que tu as d'autres choses qui te viennent à l'esprit ou que tu veux mettre en avant? Non, je pense on a fait le tour. C'est vraiment, je pense que ce soit dans la vie sentimentale ou dans la vie entrepreneuriale, la première chose, c'est se respecter soi. Et on Hmm. parlait d'amour la dernière fois ensemble, c'est se donner de l'amour à soi. Avant d'aller Ouais, donner de l'amour à ses clients, à son entreprise, à son partenaire, donnez-vous de l'amour. C'est le plus ouais. important. D'ailleurs, si vous en donnez pas, bah, vous allez attirer des gens qui vous en donneront pas. Vous allez Ah, attirer et en entrepreneuriat, vous allez attirer soit des clients qui vous donnent pas d'amour, soit pas de clients du tout. Donc, ok. j'entendais ça il y a pas très longtemps et je trouvais le parallèle super hyper intéressant dans une relation amoureuse quand tu te donnes pas de l'amour à toi. Hmm. Comment tu veux attirer quelqu'un qui t'en donne? Tu vas Bien sûr. forcément attirer si tu attires quelqu'un qui t'en donnera pas. Donc ça Ouais, commence par soi. Et dans bien sûr. l'entrepreneuriat, c'est pareil. J'adore ce que tu dis. J'adore. C'est une notion d'éducation finalement. Quand tu t'en donnes pas à toi-même, tu sers de modèle à la personne face à toi. Elle voit que tu Mm. es déjà incapable de te donner toi-même de l'amour, donc elle suit le modèle finalement. Elle se dit, OK, Exact. il n'a pas besoin, je lui en donne pas, quoi. C'est ça, quoi. Ouais, en fait, exactement. Et Ouais, après, c'est pas quelque chose qu'on apprend à nos enfants, hein. C'est quelque chose quand on est enfant qu'on n'apprend pas forcément. ouais, Donc, au contraire, c'est tout, enfin, tout part de soi. ouais. Quel que soit le domaine dans notre vie, tout part de nous et de l'amour qu'on se donne. Et on est autant capable, nous les êtres humains, de donner plein d'amour aux autres. Et quand il s'agit de se donner de l'amour à soi, on C'est le terrible, ça. voit, Ouais. on le voit dans les relations amoureuses ou dans l'entrepreneuriat, euh, euh, t'es hyper critique envers toi-même, même un juge, enfin, le juge horrible, tu te juges à tous les quatre matins. Par contre, que ce soit dans une histoire amoureuse ou une histoire entrepreneuriale, tu as une amie qui vit la même chose que ce que tu vis toi, tu es capable de dire, mais écoute-toi, donne-toi de l'amour, et toi, tu le Ouais, fais pas. Tu ouais. vois, enfin, donc ça part de soi, ça part de soi. Ok. J'adore. Je pense que c'est une magnifique conclusion à notre échange, Alexandra. Je te remercie. Je trouve que c'était vraiment riche. C'était la Merci à première toi. fois aussi sur ma chaîne YouTube que j'avais cette thématique un peu entremêlée d'amour et de business parce que finalement les deux sont très proches et l'amour est Mm. aussi à la base d'un développement de business harmonieux, je pense. Donc l'amour au sens large, hein, j'entends. Oui, Euh, donc, merci beaucoup à toi pour tous tes partages d'idées. Je pense que c'était très riche. Comme d'habitude, je mettrai dans la description de cette vidéo toutes tes références pour que les gens qui ont apprécié notre échange, qui ont apprécié ton énergie, puissent se rapprocher de toi et échanger un peu avec toi s'ils en ressentent l'envie et le besoin. Et bah, écoute, je pense qu'on a tout dit. Je te remercie sincèrement. Et puis, je vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec toujours encore un professionnel de l'accompagnement. Je ne sais pas encore qui, on verra bien. Mais en ce moment, je trouve beaucoup de gens pertinents. Merci à toi, Alexandra. À merci à toi, bientôt. Guillaume. Bye À bye. bientôt. Au revoir.